Voilà, bonjour mesdames, messieurs, et bienvenue à cette session à SNBS. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis Marion Bissig, responsable de formation continue pour le SNBS. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter cette conférence qui sera dispensée par Régis Matet, qui va vous parler de l'adaptation des bâtiments et des quartiers au changement climatique dans le cadre du SNBS. Sans plus attendre, je passe la parole à Erwan Penaren, qui est responsable SNBS et qui va vous en dire plus sur le thème de ce jour. Merci Marion, bonjour à toutes et à tous. Alors on a lancé ce format de Lunch Session il y a 2 ans déjà, avec comme objectif de couvrir 3 sujets par année. Donc aujourd'hui, on est déjà rendu à la 6e Lunch Session. Si vous allez dans la rubrique actualité, dans la rubrique manifestation du site SNBS, vous pouvez voir l'historique de toutes les anciennes Lunch Sessions SNBS qu'on a pu tenir. Pour celles et ceux qui sont familiers avec les fiches critères du label SNBS, vous aurez sans doute remarqué que le sujet qui va être traité aujourd'hui fait partie des thèmes transversaux, donc qui est au chapitre 5 par exemple du document fiche critères SNBS bâtiment. Et c'est la deuxième fois que l'un de ces thèmes transversaux va être abordé, parce que la première Lunch Session qu'on avait fait en juin 2024 déjà, pour celles et ceux qui s'en souviennent, avait porté sur le thème de l'économie circulaire, qui est donc l'un des autres thèmes transversaux du label. Aujourd'hui, on est début juin, donc faire cette lunch session sur le thème de l'adaptation des bâtiments et quartiers au changement climatique, c'est tout à fait dans l'actualité, d'autant plus pour enfin, je pense que la plupart des cantons ont été concernés. En tout cas, en Valais, c'était le cas. On a eu des grosses températures durant le mois de mai. Donc même si la saison estivale va débuter officiellement d'ici 2 semaines, on peut dire qu'au niveau des températures, elle a déjà démarré. Alors je vais du coup passer la parole à Régis Matet d'Impact Living, qui est l'un aussi de nos plus anciens auditeurs SNBS. Il est également contrôleur Minergie. Beaucoup d'entre vous ont sûrement déjà eu affaire à lui lors de contrôles de bâtiments Minergie ou SNBS. Puis je sais que cette thématique lui tient à cœur et c'est la raison pour laquelle on a immédiatement pensé à lui lorsqu'il a fallu choisir un conférencier pour cette lunch session. Alors, Régis, c'est à toi. Bonjour à tous, merci Erwan pour cette introduction. Bon appétit, bien sûr, à tous ceux qui sont en train de manger devant leur écran. Mon nom est Régis Matet et je suis votre orateur aujourd'hui. Donc, je représente aujourd'hui le SNBS au travers de mon bureau Impact Living. Impact Living, nous nous définissons comme des accompagnateurs en transition énergétique et climatique. Le bureau fête ses 10 ans cette année. Moi, je suis arrivé il y a 7 ans. Notre équipe est donc composée essentiellement d'ingénieurs et d'architectes. Si notre domaine de prédilection est celui de la rénovation énergétique, nous avons également une équipe dédiée à l'examen de projets visant une certification environnementale. Je vous les présente ici. Vous avez Elodie Monet, qui est architecte et auditrice SNBS, Tobias Wyss, ainsi que Cédric Schmutz, qui s'occupe de contrôle Minergie, et notre nouvelle arrivante, Olivia Linder, qui est également architecte et auditrice SNBS. Pour ma part, actif dans le domaine depuis plus d'une quinzaine d'années, c'est l'expérience de plus de 500 projets examinés que je souhaite partager aujourd'hui avec vous. Mais on est en retour. Je souhaite aussi savoir qui est le public aujourd'hui, qui est mon auditoire. Donc, je vous invite à scanner le code QR qui s'affiche sur votre écran avec votre téléphone et vous aurez l'occasion de répondre à quelle catégorie, quel est votre métier, quel est le rôle que vous exercez dans votre fonction. J'espère j'imagine, on voit ici qu'on a déjà beaucoup d'ingénieurs, de mandataires spécialisés,
mais on a un public qui est diversifié avec 12%, plus de 10% des constructeurs promoteurs. On a aussi quelques architectes, des représentants aussi des collectivités publiques. Donc, je ne sais pas combien est-ce qu'on est d'aujourd'hui de connectés, une trentaine. On a 25 réponses. Donc, un public constitué de pas mal d'ingénieurs, de mandataires spécialisés, mais pas que. Donc, on aura l'occasion de parcourir ce sujet ensemble avec un public qui est varié, provenant de différents domaines. Donc, en introduction, on va parler du climat de référence. Aujourd'hui, le climat est complètement changeant. Donc, qu'est-ce que ça implique? On fera une distinction sur atténuation au changement climatique, ne signifie pas adaptation. Et ensuite, on parlera de comment le SNBS s'attelle à ces différents enjeux. Donc, au travers de ces critères, il y a plus d'une dizaine de critères transversaux qui sont abordés, qui touchent de près ou de loin, l'adaptation au changement climatique. Et en conclusion, à la fin de la présentation, j'espère que vous saurez comment adapter vos projets pour répondre aux défis. On commence sur le climat de référence n'existe plus. Euh, Au vu de l'auditoire aujourd'hui, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer qu'est-ce que c'est que le changement climatique, mais plutôt comment notre monde est en train de changer, est en train d'évoluer. La Suisse est particulièrement touchée. On a un réchauffement climatique qui est 2 fois supérieur à la moyenne mondiale. En Suisse, on a déjà un réchauffement qui est supérieur de 3 degrés par rapport à la moyenne observée depuis 1901. Ça signifie une accentuation des extrêmes. Comme l'a évoqué Erwan, au mois de mai, on a déjà subi une première canicule, alors qu'officiellement l'été n'a pas encore commencé. On a ces vagues de chaleur qui sont de plus en plus intenses, qui sont de plus en plus répétées. On le voit en discutant avec un glaciologue le mois passé. Il nous expliquait qu'au niveau des précipitations, on sera plus ou moins épargné le siècle prochain, dans le sens où on va pas s'attendre à une diminution des précipitations, mais plutôt des vagues de précipitations qui sont plus intenses. On le voit avec des orages, on a des volumes d'eau qui tombent, qui sont plus élevés. Ça vient aussi avec des tempêtes, ça vient avec de la grêle. Ici, on parle des événements, des phénomènes naturels, mais il n'y a pas que les dangers naturels. Il faut qu'on aborde aussi les conséquences sanitaires lors du mois de mai, justement, il y a 2 semaines. Le mari de ma collègue Olivia est médecin à l'hôpital de Neuchâtel et il nous évoquait déjà à quel point le système des urgences était débordé, comme quoi il faisait face à un afflux massif de personnes qui avaient subi les affres en fait, de ce coup de chaleur. On se rappelle que on est passé subitement de neige, on avait encore de la neige qui est tombée jusqu'à 1000 mètres. Et le mois d'après, tout d'un coup, on a eu cette vague de chaleur où il a fait 28-30 degrés. Je pense qu'on n'était pas préparé à ça, notre corps non plus, et a besoin d'un temps d'adaptation. Et ce médecin citait le cas d'un jeune de 26 ans qui participait à une course populaire à Neuchâtel, et puis qui a, dû à la chaleur, qui a fait un œdème cérébral. Donc, c'est quand même une cause qui est vraiment pronostic vital, engagé lors d'une course populaire finalement. Donc, d'un côté, peut-être que lui, s'était pas assez hydraté, mais aussi les organisateurs qui ont été dépassés, qui n'étaient pas prêts à ce genre de changement, le ravitaillement qui était insuffisant. D'une manière générale, ben, c'est aussi toute la société aujourd'hui, on n'a pas forcément les bons réflexes. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer pour
pour le siècle qui nous attend, notre génération, la suivante. Comment vont perdurer les projets qu'on est en train de concevoir aujourd'hui? Si on parle des autres effets, quand on parle des nuits tropicales, donc dans ce monde qui s'est déjà réchauffé de 1,5 degré, on est passé à 25 nuits tropicales en moyenne. Ça, je crois que c'est les chiffres de Météo Suisse pour le Tessin. À plus de degrés, on passe de 25 nuits à 37 nuits tropicales. Dans un monde à 3 degrés, on passe à plus de 57 nuits. Donc ça veut dire environ 2 mois de l'année, on a des nuits qui descendent pas en dessous de 20 degrés. Et c'est pas seulement la durée du phénomène, mais c'est aussi la température. Parce qu'aujourd'hui, à 1,5 degré, c'est une température des nuits à 21,6 degrés. À plus de 3 degrés, c'est une température qui s'élève à plus de 23 degrés. Donc on a une durée qui est plus longue et on a un rehaussement aussi de ces températures. On imagine qu'un projet qui est sur votre bureau, qui est en développement, après il va passer par les phases d'autorisation, il va falloir organiser le chantier, le construire. Les premiers habitants vont peut-être prendre possession des lieux, je ne sais pas, en 2030, 2035. Et puis ce bâtiment, ben, forcément, il va avoir une durée de vie, une durée d'exploitation qui va durer ici 60 ans au bas mot, mais on espère que ces bâtiments ils sont quand même prévus pour durer plus longtemps. Quand on conçoit ces projets, ben, si selon le processus normal de la construction, on se réfère à la législation, aux normes, aux règlements, qui elles-mêmes se font référence aux normes, à la SIA. Mais si on imagine que, je ne sais pas, la loi sur l'énergie aujourd'hui qui va changer l'année prochaine, mais aujourd'hui, on se pose encore comme référence la SIA 380/1, édition 2009. Sur les données climatiques qui sont représentées, c'est une donnée de référence type entre 1984, donc ici, et 2003. On a synthétisé ces données pour que ça représente le climat qu'on avait par là. On voit déjà la courbe d'évolution aujourd'hui et puis qui va encore continuer à se poursuivre. Les normes, ben, elles sont conçues, par exemple, la norme SIA 180 pour, j'aimerais quand même citer Minergie, où on fait un calcul de référence pour le confort thermique estival, où on prend les données climatiques 2035, estimées, hein. 2035, c'est ici, c'est demain. Ça veut dire que le projet qui est aujourd'hui conçu, au début de son exploitation, ben, les données climatiques, on sera en plein dedans. Ce sera plus ou moins représentatif. Mais dans ces normes, c'est qu'on imagine aussi qu'on est sur un scénario qui est passablement idéalisé. On va dire que pour répondre à la norme, on imagine que les stores se descendent automatiquement dès que le rayonnement solaire dépasse 200 watts par mètre carré. 200 watts par mètre carré, je ne sais pas ce que ça représente. Même moi, je ne peux pas vous dire, ah bah maintenant, on a 200 watts par mètre carré, il faut que je baisse les stores. La norme, elle va dire aussi qu'une fois que la température extérieure elle est supérieure à la température intérieure, ben, on a le réflexe de fermer la fenêtre. On sait que ce facteur humain, la façon dont on vit dans ces bâtiments, il ne va pas répondre de façon stricto sensu à comment la norme elle imagine les choses. Donc aujourd'hui, quelle est la marge qu'on prend dans nos bâtiments pour s'élever par rapport à ça, et puis d'avoir un bâtiment ou un quartier qui est conçu de façon durable, qui est de façon adaptée au changement climatique. Un mot sur la différence entre atténuation au changement climatique et adaptation. Atténuation, ici on parle de réduire les émissions CO2, on parle de la neutralité carbone, on parle de changer sa chaudière fossile par des énergies renouvelables,
On parle de l'énergie grise qui est engendrée pour la construction. Comment est-ce qu'on veut éviter le changement? Ça, c'est le discours qu'on entend essentiellement dans les médias. On n'entend peut-être pas assez celui de réduire les vulnérabilités. Comment est-ce qu'on va s'adapter à ce climat qui évolue? Comment est-ce qu'on va devenir, comment notre société peut devenir plus résiliente? Ça questionne nos rapports au confort, à la surchauffe, à l'eau, à la biodiversité aussi. Des fois, on n'en parle pas suffisamment. Donc, ce n'est plus comment éviter le changement, c'est comment vivre avec le changement. Il y avait cet article au mois de mai qui était assez défaitiste. Moi, ça m'a fait un coup de voir ce titre, comme quoi les Suisses sont fatalistes, donc ils se sentent moins concernés par rapport à la crise climatique. Et c'est le discours qu'on peut entendre à Noël, dans les discussions de vestiaire. Oui, mais nous, petites Suisses, qu'est-ce qu'on pèse par rapport aux Chinois ou aux États-Unis? Moi, en tant que personne, acteur individuel, pourquoi est-ce que c'est moi qui devrais agir, me sevrer, me priver de confort alors que je suis une goutte d'eau dans cet océan? Et ici, je pense que vraiment que c'est le narratif qui doit changer. Comme quoi, il faut qu'on parle de l'adaptation. Il faut qu'on parle de forger cette société qui est plus résiliente. Comme quoi, on va planter des arbres. Comme quoi, on va garantir le confort dans nos logements, qu'on va garantir le confort dans nos bureaux. Et puis, comme c'est lié, ben, en s'attaquant à ce problème, on va aussi, de fil en aiguille, réduire nos émissions CO2. Et je pense que ce discours est plus inspirant de dire il faut qu'on s'adapte en tant qu'individu, en tant que société, et puis de cette manière, ben, on va s'attaquer au problème global. Le SNBS, dans sa conception, comme label de construction engagé dans la durabilité, couvre les deux dimensions qu'on a évoquées au travers, mais bien plus que ça. C'est plus d'une dizaine de critères touchant à la société, à l'économie, à l'environnement qui sont catalogués. Comme ça faisait un peu trop de matière de parcourir chaque critère un à un, je suis reparti ici des périls qu'on a évoqués tout à l'heure. Et ils ont été catégorisés en 4 familles de résilience, si on veut. On va parler de la résilience thermique, on va parler de l'eau et de la biodiversité, de la résilience sociale et sanitaire, cette thématique importante également, ainsi que la robustesse technique et économique qui touche également les constructeurs, les maîtres d'ouvrage, les exploitants. Donc avant de poursuivre, je vous invite à reprendre votre téléphone et puis d'indiquer quelles sont les thématiques qui vous touchent dans votre quotidien. Qu'est-ce que vous souhaitez accentuer dans vos projets parmi ces différents domaines? Est-ce qu'on vous voulez parler de la biodiversité, de la végétalisation, du confort thermique à l'intérieur des bâtiments avec les protections solaires, l'aération? Est-ce que c'est le cycle de l'eau qui vous importe ou que vous cherchez à accentuer dans vos projets? Ce domaine de société, d'interaction sociale, les mesures organisationnelles, ou alors plus large, développement urbanistique, aménagement, aménagement de quartier, mobilier urbain, exploitation, durabilité, pour ceux qui sont plus peut-être dans la technique. Merci à tous. On voit les réponses. Donc, c'est assez diversifié, c'est chouette. On va pouvoir aborder ces différents critères. Je ne sais pas si le pointeur il s'affiche. Ces différents critères.
Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat pour Erwan, si vous voulez qu'on accentue sur une thématique particulière. On va commencer par cet exemple que j'aime beaucoup. Il s'agit de la rénovation de la Banque Raiffeisen de Marly. Historiquement, c'est un bâtiment de 1834. C'était la construction d'une école des garçons à Marly, dont la banque a refait acquisition en 1956. Aujourd'hui, elle subit une étape de transformation importante avec aussi bien une transformation complète du bâtiment historique et la création d'une nouvelle extension ici sur le site. J'aime bien ce bâtiment parce que ce bâtiment de 1834, il a déjà les principaux facteurs influençant le confort thermique. Aujourd'hui, il reste adapté avec des petites ouvertures, donc des surfaces vitrées qui sont modérées, des protections solaires avec les volets. On a des façades claires sur le bâtiment historique, tandis que sur le bâtiment, sur l'extension, on a ici cette entrée donc, qui est abritée avec un couvert, qui fait aussi ombrage solaire, qui fait protection contre les intempéries. De l'autre côté, on a une surface vitrée qui reste modérée pour le bâtiment. Également une façade ventilée. Donc les façades ventilées permettent aussi d'évacuer la chaleur et de couleur moyennement claire. Ces facteurs réfléchissants font partie des critères microclimat 143 où on va réfléchir aux facteurs de réflexion des surfaces. Donc ici, on coche tout juste, tant sur le bâtiment existant que sur l'extension. Si on prend la vue de haut, donc on a le bâtiment existant en haut, l'extension ici, avec une toiture qui sera une toiture plate, qui sera végétalisée. L'ancien revêtement bitumineux va être remplacé par des pavés filtrants, ainsi que les places de parking qui seront recouvertes de dalles à engazonner. Sur les côtés, on a deux terrasses qui permettent d'abriter les pauses du personnel ou peut-être d'accueillir la clientèle. On a une préservation des arbres historiques, donc les arbres majeurs qui existaient déjà sur la parcelle et qui sont renforcés par un aménagement paysager. Ici, on voit au sud un mur de soutènement qui sera végétalisé. Tout ceci va apporter beaucoup de fraîcheur sur la parcelle. On le voit aussi, ces différentes interventions, à quel point elles agissent sur les réflexions de surface. On prend un autre exemple, on part à Sion. Sion, c'est une ville qui subit le plus les affres du réchauffement climatique. Et puis, ils ont mené un projet pilote qui s'appelle acclimatation. Donc, ici, c'était de comment rapporter plus de rafraîchissement dans ces espaces qui étaient fortement bitumineux, pas très propices à la biodiversité. Donc, ici, on voit la manière dont le quartier s'est transformé avec une désimperméabilisation de ces revêtements, la plantation d'arbres. On sait que l'eau participe à la régulation thermique. Donc ici, quand on a la canicule, et on apporte de la fraîcheur avec les arbres. C'est typiquement, on estime on arrive à réduire la température d'en tout cas 7 degrés. C'est par exemple la différence entre 40 degrés au soleil et 33 degrés à l'ombre. C'est énorme. Et puis l'eau ici, maintenant, on cherche à la conserver sur la parcelle. C'est le concept de ville éponge. Ici, ça a beaucoup de bénéfices. Non seulement au niveau de la gestion du microclimat, avec l'évaporation, l'évapotranspiration des arbres,
le fait de pouvoir recharger les éventuelles nappes phréatiques qui sont autour de la parcelle, plutôt que renvoyer cette eau directement au lac ou à la rivière, ainsi que la capacité filtrante des sols, lorsque ici on est à proximité d'une route, ben, au lieu d'aller polluer le cours d'eau avec les résidus de pneus ou les autres particules, on a aussi le sol qui joue ce rôle filtrant. Au niveau urbanistique, on a ici par exemple un exemple de parcelle à gauche avec un ensemble bâti qui peut être mieux adapté par rapport à la gestion, par rapport au stress climatique. Ici, c'est deux exemples. On a deux variantes. Il n'y a pas vrai ou faux, juste ou faux. C'est deux propositions où, sur cet exemple de gauche, on va construire une barrière avec les bâtiments. Les bâtiments vont faire écran par rapport à une route, par exemple, qui surchauffe. Et sur le côté droit, on va orienter les bâtiments afin qu'ils laissent rentrer l'air frais qui provient d'une zone plus froide. Donc, on fait un corridor avant, ici de ce côté. Sur l'image du centre, on a orienté ces bâtiments en îlots. Donc, le fait de pouvoir créer des petits espaces, de créer des halos de fraîcheur au milieu du site, en préservant aussi avec une ceinture autour des zones qui sont plus exposées. À droite, c'est l'exemple de Marseille, le projet Euroméditerranée, où on voit que la structure ici des bâtiments se sont fermés du côté chaud et urbain pour s'ouvrir, se dégager sur le corridor végétal qu'on a au centre. On poursuit avec les exemples. Ici, on part à Genève, dans le quartier Pave, Praille Acacia Vernet, où on va rechercher à ressortir la Drise, la rivière qui était autrefois canalisée et enterrée. Aujourd'hui, elle refait surface, donc on retrouve accès à cette rivière ancestrale. Ça permet de rajouter cet espace de fraîcheur au milieu de ces îlots urbanistiques. Ça permet de retrouver de la qualité d'usage, les promeneurs ou les travailleurs, les habitants qui vont se ressourcer au contact de cette rivière. La philosophie zen l'a très bien compris, avec la proximité d'un point d'eau sur ces lieux de vie. Sur l'îlot A, ici, en son cœur, on a un pavillon qui est historique, qui est préservé, et on vient le renforcer avec différentes plantations qui vont établir un sous-bois sur un côté, une prairie fleurie à certains endroits avec place de jeu, des zones de rencontre, de récréation, ainsi qu'une zone humide ici. C'est un ouvrage de rétention qui est ouvert, qui va également rapporter de la fraîcheur ici en cœur d'îlot. Bien sûr, ici, les toitures seront végétalisées également avec des plantes grimpantes. Est-ce que je vous ai perdu? J'ai eu une petite alerte. Non, c'est bon? Ok. Des plantes grimpantes, des terrasses, des pergolas, voilà pour les toitures. Le périmètre ici du projet s'arrête ici à la parcelle. Donc, on voit cette place minérale au sud qui est pas arborée. Malheureusement, elle ne fait pas partie du complexe. Donc ici, le maître d'ouvrage n'a pas d'emprise vraiment sur les aménagements extérieurs qui sont en dehors de sa parcelle. Ici, c'est aux mains de la commune, mais la même commune qui va faire ressortir la Drise là au milieu. Donc, on pourrait regretter peut-être plus d'arbres. Moi, je ne connais pas tout le contexte du projet, les raisons qui font qu'on a plus de végétation. Peut-être qu'une solution supplémentaire pour le maître d'ouvrage, je dis ça comme ça, c'est de rajouter des plantes grimpantes en façade. On a dans le critère
microclimat, je crois, sur végétalisation des façades, si on rajoute des plantes grimpantes sur les premiers étages. On participe aussi à l'amélioration du site et de l'évaluation SNBS. Autre projet à Malais, donc en dessous de la gare de Prix-Malais, on voit au nord les voies de chemin de fer et on a le lac tout au sud. Ici, c'était un projet initialement qui visait une certification site à 2000 watts. Ce label aujourd'hui a été remplacé, a été absorbé par le SNBS Quartier. SNBS Quartier est venu avec des critères qui sont renforcés par rapport à ceux qui étaient dans l'ancien label, notamment en termes de microclimat. Donc, il y avait peu d'influence pour peut-être remodifier ce projet qui était finalement passablement contraint par différentes choses. On a des tours de grande hauteur, donc ça implique des circulations pompiers qui doivent être aménagées en conséquence. Ce ne sont pas des surfaces qu'on peut rendre perméables. La même chose pour la sortie de la gare, ici. Donc, on doit penser à la priorité. Ici, la priorité a été donnée au déplacement des voyageurs, donc aux fonctionnalités, le fait d'avoir des surfaces qui soient pleines, qui soient stables, qui soient robustes. Malgré tout, on voit la qualité de l'aménagement paysager avec ici la plantation d'un sous-bois, avec un revêtement ici qui est semi-perméable. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est une fontaine sèche. Donc ça veut dire que c'est un ouvrage de rétention qui va alimenter des jets d'eau, comme on le voit par exemple sur la place fédérale à Berne. Donc ces jets d'eau, ça apporte beaucoup de fraîcheur l'été. C'est aussi des jeux pour les enfants qui vont venir courir au milieu de ces jets. Ça permettra aussi de couvrir le bruit de la route à proximité. Le projet s'étend aussi sur la gauche. On le voit pas totalement, mais ici on a aussi une mini-forêt urbaine qui sera construite avec un miroir d'eau qui fera aussi fonction qui sera équipé d'un système de brumisation. Autre chose sur le couvert végétal. Donc c'est que à la plantation, la surface d'ombrage de plantation représente 9% seulement de l'esplanade. On peut se dire, c'est pas beaucoup. Mais après 10%, pardon, après 10 années, ce sera un tiers de l'esplanade qui sera ombragée et passer 50% au bout de 50 ans. On connaît tous le dicton de comment est-ce qu'il fallait planter un arbre. Sur les aspects de résilience sociale, donc pas de résignation, mais plutôt comment rendre notre société adaptée pour pouvoir bénéficier de toutes ces infrastructures à toutes les saisons. Donc ici, le projet propose des équipements qui incitent aux interactions sociales. Aussi bien pour les personnes en transit que les travailleurs de ces tours, les résidents. Donc, on a des zones calmes avec des poches végétalisées et des zones plus actives avec des jeux d'eau, des zones pour les enfants. Différentes activités, différentes atmosphères qui répondent aux besoins variés de tous ces usagers. On a ici la terrasse, une terrasse végétalisée qui sera au bénéfice des utilisateurs de ces bâtiments, les différentes familles qui pourront même venir se promener ou traverser le quartier. En termes d'adaptabilité, j'aime beaucoup ce graphique où on voit l'esplanade, de quelle façon elle peut répondre à différents usages. Que ça soit pour le marché, par exemple, le samedi matin,
ou pour pouvoir accueillir des concerts ou des manifestations, des événements éphémères. Ce sont toutes des mesures voilà, sur les façons de vivre ensemble, de proposer différentes activités à différentes saisons. On repart cette fois à Meyrin. La mairie de Meyrin est le projet SNBS qui vient s'implanter en cœur de cité, comme ils l'ont appelé. Donc, c'est vraiment au centre de la commune. On a beaucoup d'interactions ici qui se dégagent, car on a un centre commercial de ce côté-là, on a un théâtre qui est en bordure d'un parc, on a des voies de circulation avec le tram, on a la piscine et le projet de nouveaux bâtiments de mairie qui va s'inscrire là au milieu. Dans le concours SIA 142, dans le projet de mairie, ça comprenait l'ensemble des aménagements extérieurs. Ils voulaient une vision globale qui ne s'arrêtait pas seulement au périmètre de leur bâtiment. Ceci a été aussi intégré dans l'évaluation SNBS. Le but, proposer des espaces d'interaction sociale, tant extérieurs qu'intérieurs, ceux qui sont directement impactés par le changement climatique. Donc concrètement, c'est la création d'espaces extérieurs qui sont ombragés, ventilés. Il y aura le projet d'un marché couvert aussi en périphérie, par exemple. Et puis l'aménagement d'un espace public qui soit résilient aux vagues de chaleur. Si on regarde le bâtiment en lui-même, il devait répondre à ces critères de santé, de sécurité, de bien-être. On a la façon dont ce bâtiment qui est semi-public, avec une entrée, un grand hall ici, des guichets d'accueil pour les services citoyens. On a aussi au rez-de-chaussée un café qui est ouvert au public. On a les différents espaces qui sont réservés au système politique, à l'administration communale. Au troisième étage, on a des espaces qui sont dédiés aux réunions. Et sur l'étage supérieur, on a des espaces qui sont en location, que ce soit pour différentes activités administratives. Je crois qu'il y a un espace coworking qui était prévu, un endroit qui se veut aussi très ouvert. Alors que sur la gauche, ici, on a l'espace qui est dédié aux cérémonies et événements avec différents espaces. Au milieu, on a une grande terrasse qui est conçue comme un jardin en toiture. Attention toutefois, sur ce bâtiment, on voit qu'on est sur une coupe, donc on a un grand parking souterrain dessous. Attention car ça ne permet pas de planter des arbres majeurs, car on a besoin de fosses enterrées qui sont vraiment conséquentes pour pouvoir soutenir des arbres, vraiment des arbres majeurs. Donc, le projet se veut vraiment comme un espace favorisant les interactions sociables, qui soit utilisable malgré les canicules, qui soit à disposition pour les populations vulnérables, avec une qualité d'usage, un accès à la fraîcheur et en renforçant toutes ces interactions sociales. Pour parler de la résilience technique et économique, peut-être que vous connaissez Olivier Hamon, qui est chercheur en biologie et en biophysique et qui s'inspire du monde végétal sur la façon dont il peut nous apporter des solutions pour notre société. Il était en conférence à la Haute École d'architecture et d'ingénierie de Fribourg l'année passée. Je vous mets un extrait de vidéo. Attention, il parle vite. Alors, c'est très simple, il faut partir du monde futurant, voilà, déjà endosser le fait scientifique.
tous les scientifiques nous disent qu'on va rentrer dans un monde plus turbulent. Et il y a plein d'acronymes pour ça, le monde VUCA, le monde Bali, etc. Donc voilà, un monde qui va tanguer de plus en plus fort, le dérèglement climatique et le reste. Et donc dans ce monde fluctuant, il va falloir être robuste. La robustesse, un système qui est robuste, c'est un système qui est stable et viable malgré les fluctuations. Donc, comme le chêne, Quercus robur, le chêne, qui est stable dans le vent et qui est viable quand il y a des gelées hivernales, des sécheresses estivales. Et donc, pour être robuste, il faut avoir des marges de manœuvre, et c'est ça qui permet d'absorber les chocs. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller contre la performance. Voilà, contre la performance. Qu'est-ce qu'il entend par là? Comment est-ce qu'il oppose la robustesse et la performance? La performance, c'est viser, on est dans un monde qui est orienté vers la performance, que ça soit à titre individuel, que ça soit une autre société. On cherche toujours à avoir le meilleur. Je prends pour exemple ce mois de mai-juin au bureau, c'est le mois de Bike to Work. Donc, on laisse autant que possible son véhicule et on vient, son véhicule motorisé, et on vient au bureau à vélo, en trottinette, sur un mode de locomotion doux. Mon collègue Roman, pour le défi, il devait s'équiper d'une nouvelle monture, et s'il avait visé la performance, il se serait acheté le dernier vélo de course, hyper cher, hyper performant, pour pouvoir arriver plus vite au bureau, perdre moins de temps sur son trajet. Malgré tout, il habite à Estavayer, il vient à Yverdon, il doit passer au bord de la Grande Carissée, qui est un petit chemin de gravier. Donc, il doit avoir un vélo qui soit plus polyvalent. Donc, finalement, il s'est orienté vers un gravel qui lui permet de pouvoir s'affranchir des routes toutes lisses et bitumineuses. Et puis, son vélo, il pourra l'utiliser aussi pour aller au marché le samedi matin, aller faire ses courses ou bien des sorties en famille. Donc, il a quelque chose, il ne vise pas la performance, il cherche la robustesse qu'on peut aussi qualifier de polyvalent. La performance, quand on va la pousser à son paroxysme, ces nouveaux vélos de course, ils sont même munis de changements de vitesse qui sont électrifiés. Donc, le jour où la pile tombe en panne, on ne peut plus changer les vitesses sur son vélo. Versus un système qui est moins performant, mais qui va mieux s'adapter. Donc, comme dit Olivier Hamon, maintenir un système stable malgré les fluctuations. De quelle manière on peut apporter ça au bâtiment? C'est que aujourd'hui, pardon, c'est pas là, slide suivante. Voilà. À gauche, on a l'exemple d'une villa au bord du lac de Lugano, où elle est très performante elle est optimisée, si on veut, pour un seul scénario. C'est la vue sur le lac. C'est ce que les gens y cherchent. Ils veulent une vue magnifique et dégagée sur le lac. Mais on a très peu de protection solaire passive sur le bâtiment. On est obligé de baisser les stores parce que dès qu'il y a le soleil qui tape sur la façade, c'est tout de suite la surchauffe dans le bâtiment. Effet de serre énorme. Ce bâtiment, il a été designé sur un seul but, donc cette vue, mais dont elle ne peut pas jouir parce que les conditions, elles ne le permettent pas. À droite, on peut citer le projet du One Roof à Genève, donc le nouveau siège de la banque Lombard-Odier, où on a un concept architectural qui est passif. Donc le projet, il fonctionne déjà bien en lui-même, avec ici des espaces des coursives qui font aussi office d'ombrage solaire. On le voit en bas, on n'a pas le soleil qui tape directement sur la façade, dans les fenêtres, et elles sont également munies de stores en supplément. Donc les usagers, ils ont le choix de baisser ou descendre le store. Ici, on a la technique qui vient en soutien parce que les usagers ne sont pas empêchés d'ouvrir la fenêtre, d'avoir le vent qui circule. On a un concept de rafraîchissement qui est sur l'eau du lac.
Et il y a tout un système aussi de régulation, de rétention d'eau, avec cette eau qui est réutilisée soit pour arroser les plantes dans le jardin ou alimenter les WC du bâtiment. Donc, avec tout ça, on a des frais d'exploitation qui sont aussi maîtrisés. On a un bâtiment qui est adapté pour pouvoir évoluer sur les décennies à venir. On peut reprendre aussi l'exemple de la permaculture qui va dans ce sens-là, où on cherche à ce que une fonction permette, un système permette d'assurer plusieurs fonctions et une fonction permet de répondre à plusieurs. Ouais, il faut que je retrouve la citation. Mais vous avez compris le principe, c'est que on a voilà, on a vraiment une polyvalence entre ces différentes fonctions. Je suis en train un petit peu de m'embrouiller. Alors, ça va bien, on arrive gentiment au bout, à la conclusion. Vous avez vu que pour qu'un bâtiment reste adaptable face aux défis climatiques, il ne faut pas que l'adaptation ce soit un cumul de mesures techniques, des lasagnes qu'on empile à la fin. C'est vraiment un choix stratégique qu'on inscrit à la commande de l'ouvrage. Donc, pour les maîtres d'ouvrage, les constructeurs, les architectes, les urbanistes qui sont parmi nous, c'est vraiment au tout début du projet de pouvoir fixer ce cahier des charges, de pouvoir intégrer explicitement les risques climatiques futurs qu'on veut prémunir. Que ce soit les dangers naturels, mais que ce soit aussi les objectifs de confort, que ce soit les objectifs de résilience. Comment apporter un îlot de fraîcheur sur le site, avoir cette réflexion sur la gestion intégrée des eaux, la robustesse des systèmes qu'on a évoqués. De prévoir des marges d'évolution, d'avoir des réserves techniques, d'anticiper ces scénarios climatiques et s'imaginer comment le bâtiment il va y répondre. Donc, c'est aussi exiger une coordination interdisciplinaire entre les différents intervenants du projet. S'il y a une chose que vous devez retenir de cette présentation, c'est que un bâtiment adaptable peut continuer à répondre aux défis climatiques sur 50, 100 ans, les 50, 100 prochaines années, mais c'est un choix qui est stratégique, qui est inscrit à la commande. Voilà, j'arrive au bout. J'espère avoir apporté un petit vent de fraîcheur dans votre journée pour pouvoir orienter vos projets sur des belles solutions enthousiasmantes. Merci à tous pour votre attention. Avant de passer la parole pour les questions, je cite encore quelques ressources. Vous aurez donc, comme Marion l'a évoqué, vous aurez accès à la présentation. En cliquant sur ces différents liens, vous pourrez avoir accès à des exemples ou des ressources utiles. Merci Régis pour cette présentation très intéressante et également pour les exemples concrets que tu as pu aborder tout à l'heure. Et justement, la première question qui a été posée, elle l'a été quand tu évoquais le quartier Malégard, donc SNBS quartier, et d'ailleurs les bâtiments sont aussi Minergie, où une personne se demandait si, en fait, pour quelles raisons les surfaces perméables ne seraient pas applicables pour les accès pompiers et zones devant la gare. Donc au niveau, je pense, de réglementation, des charges par rapport aux camions, ou est-ce qu'il y aurait des solutions alternatives ou qui a contrôlé le dossier, peut-être tu connais de la réglementation à ce sujet, tu as mentionné les accès pompiers justement tout à l'heure. Ouais. Alors, SNBS, dans un audit, on ne va pas vérifier le concept sécurité ou vraiment avoir un œil approfondi dessus, mais j'imagine que pour ces tours de grande hauteur, on doit avoir un accès sur plusieurs orientations du bâtiment. C'est des bâtiments qui sont quand même larges, hein, ils sont massifs. Donc, à chaque fois qu'on a ces accès pour les secours,
ils doivent vraiment être réfléchis pour pouvoir venir avec tous ces véhicules d'intervention, pouvoir déployer des échelles qui sont aussi d'une envergure qui sont supérieures aux interventions moyennes. Et ce qui a des répercussions sur la qualité des surfaces qui doivent être adaptées pour pouvoir subir ces charges sur des bâtiments qui vont venir avec la sirène enclenchée. Parfait, merci. On a une autre question donc, qui est arrivée sur la fin de la présentation par rapport au critère 143, donc microclimat, là qu'on voit d'ailleurs sur cette slide, donc c'est bien si elle reste à l'écran. C'est une question aussi, alors je vais te demander ton avis, c'est une question ou peut-être une suggestion pour le SNBS et de façon plus large le NNBS qui est à l'origine de l'édiction des fiches critères. Donc par rapport à ce critère, la cible maximale d'ombrage est de 20% pour obtenir le maximum de points. Et donc, cette personne qui précise que l'ombrage végétal compte double, donc indirectement, c'est comme si la valeur était de 10%. Et il se demandait si cette cible maximale ne devrait pas être rehaussée dans le cadre du SNBS. Et il y a l'exemple du canton de Genève qui cible par exemple un taux de canopée moyen de 30% à 2070. Donc voilà, c'est un peu une suggestion de rendre un peu plus strict et puis d'augmenter les valeurs. C'est vrai que c'est toujours une réflexion qu'il y a dans le cadre du NNBS. Et d'ailleurs, je t'en as parlé un petit peu tout à l'heure quand tu évoquais le fait d'avoir des normes à un instant T, mais qu'il fallait aussi anticiper l'avenir. C'est vrai que les fiches critères SNBS prennent aussi en compte un contexte actuel. Donc, il y a des valeurs qui sont mises, surtout microclimat, qui est un nouveau quartier. Donc, il y a toujours beaucoup de réflexion sur où placer le curseur des valeurs pour obtenir une échelle d'évaluation pertinente. Donc, en l'occurrence, quand il y a des propositions qui sont faites, nous, on les relaye, on en discute à l'interne et puis on les relaye ou on en parle lors de nos séances entre l'office de certification et puis les bureaux d'audit. Toi, quel est ton avis là-dessus, sur cette cible à 20% et puis le fait que le canton de Genève, lui, va avoir des exigences où ils vont placer la valeur un peu plus haut? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose de pertinent de rehausser ou alors ça va être peut-être compliqué? Ouais, je pense que c'est vraiment une belle thématique. Il y a beaucoup de projets, on voit, qui cherchent à pousser les plantations. Je peux m'exprimer, avoir vraiment une belle qualité arborée dans les projets, des choses qu'on ne voyait pas du tout auparavant. Je ne veux pas dire que c'est une thématique à la mode, mais on voit vraiment la façon dont les projets maintenant ils sont influencés. En tout cas, les projets SNBS, c'est devenu les projets qu'on reçoit, ils sont enthousiasmants à ce niveau-là. Et puis après, c'est un peu où est-ce qu'on met le barème, si je comprends bien. Ouais. Sur le SNBS, on parle de 20%, et je crois que c'est des arbres. J'ai plus le détail en tête, mais il me semble que c'est une couronne après 10 ans. C'est l'âge de l'arbre après 10 ans ou 20 Ouais, ans? 30 ans même, 30 ans. 30 ans. Pour le temps 30 qu'il ans. faut pour déployer son plein potentiel, ouais, c'est 30 ans. Ah, c'est 30 ans. Ok, je crois que Ouais, c'était plus haut que ça. ouais, Parce que si Genève, ils mettent cet objectif à 2070, c'est ça? ouais, Donc 40 ans, ici, avec ce slide-là, on voyait la couverture végétale en bleu, qui est celle après 50 ans, ouais. qui disait à peu près 50% de la surface qui sera ombragée. Donc ça, 2070, ça fait dans 40 ans. Ouais. Peut-être qu'il y a aussi une petite différence de référentiel. Maintenant, est-ce que SNBS devrait augmenter cette couverture? Il faudrait qu'on en parle aussi avec des architectes paysagers. Tout à fait, ouais, c'est toujours des discussions à avoir. C'est vrai que des fois, il y a les partisans de renforcer les exigences et d'autres qui peuvent dire ah, c'est déjà difficile à atteindre. Ensuite, ça dépend aussi du contexte. Justement, bah, j'en profite en attendant qu'il y ait éventuellement d'autres questions qui soient posées pour faire la transition, savoir si selon toi,
cette thématique de l'adaptation des bâtiments et des quartiers au changement climatique est peut-être plus difficile à mettre en œuvre dans un contexte urbain que dans un contexte rural où ce serait plus facile. Est-ce que tu as un avis sur le sujet? Hmm. Euh, les exemples ici qui ont été évoqués, donc Malais-Gare, ici on est vraiment en plein centre du nouveau quartier qui s'urbanise énormément autour de la gare. On avait le projet du PAV ici aussi, on est dans un contexte urbanistique très dense. On avait la mairie de Mérin qui est aussi au centre de la commune. Et on voit de quelle manière un effort significatif est fourni dans ces projets. Donc, c'est pas tant une contrainte dans un milieu urbanistique, ça le devient plus lorsqu'on est sur un projet de rénovation qui serait dans un centre urbain. Où là, des fois, c'est plus compliqué. On a des projets comme ça où on voit que pour pouvoir rajouter des arbres, pour pouvoir déimperméabiliser les sols, on arrive assez vite en butée où c'est pas une question de volonté, mais c'est qu'on a déjà atteint le plein potentiel. Parfait, merci. On a eu une petite précision dans l'onglet des questions-réponses de l'une de nos auditrices qui, c'est vrai que comme je l'ai souligné tout à l'heure, le critère microclimat, c'est un nouveau critère et que le NNBS, on en a discuté à l'interne à plusieurs reprises, est conscient qu'il y a des ajustements qui pourront être faits dans les futures versions par rapport à ce critère, l'adaptation, comment évaluer les différentes grandeurs mesurées. C'est vrai que le microclimat n'était pas un critère qui existait auparavant, donc il y a, disons, toutes les propositions sont bonnes à prendre et puis peuvent faire l'objet de discussions à l'interne. Mm. Je regarde juste, on a une précision, toujours sur le critère, donc 143 microclimats, qui indique le critère ne fait pas la différence entre le contexte urbain et périurbain. Qu'en agglomération, donc c'est moins dense avec beaucoup d'espaces verts. Il sera évalué avec une note similaire ou moins bonne qu'un site en ville qui va faire un maximum pour la recherche de points. Donc ça, là, ça reprend un petit peu la question que j'avais posée sur la différence entre le contexte urbain et le contexte périurbain et la difficulté ou non d'atteindre les exigences et c'est vrai qu'il y a des réflexions qui peuvent être faites comme sur certains critères qui sont évalués en fonction que ce soit agglomération, centre ou campagne. Mhm. Est-ce que ça pourrait être une piste de se dire que sur ce critère, il y aurait un barème différent selon la zone où on se trouve? Ça, c'est des questions qui restent ouvertes. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ben, SNBS ne demande pas d'atteindre le maximum dans tous les domaines. Et un contexte rural qui sera favorisé avec déjà une biodiversité existante, elle sera défavorisée sur d'autres critères, par exemple la mobilité. Tout à fait. Donc après, on a un panachage de tous ces enjeux et j'ai quand même le sentiment que tous ces projets peuvent exceller dans certains domaines et puis avoir un résultat qui soit élevé et dont on peut être fier à la fin. Parfait. Écoute, il nous reste 1 minute, donc au niveau du timing, on a été parfait. Comme Marion l'a dit, comme tu l'as dit, de toute façon, cette présentation sera disponible sur notre site internet d'ici une semaine. Donc, vous pourrez la retrouver et puis aussi faire circuler l'information à vos différents collègues de bureau. Un grand merci, Régis, pour ce thème. C'est un thème d'actualité. C'est vrai qu'on aurait pu en parler encore plus longtemps, hein. Je sais qu'il y aurait eu de la matière. Il faut faire des choix. Je trouve que tu as bien réussi à synthétiser et puis à rendre cette présentation attrayante et concrète en évoquant le fond, la forme. Donc, merci beaucoup à toi et puis merci à toutes les personnes qui ont assisté à cette lunch session.
Et puis, je vous souhaite un bon appétit pour ceux qui n'ont pas mangé, et puis une bonne journée pour les autres. Et on se retrouvera dans une nouvelle lunch session dans quelques mois. On va encore en faire 2 normalement durant le second semestre. Alors, merci à tous et bonne journée. Merci à tous. À la prochaine.